Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je laisse entrer tranquillement tous les invités et les inscrits. Bienvenue à ce webinaire organisé par Néologie Technopole en partenariat avec le campus régional de cybersécurité et de confiance numérique Nouvelle-Aquitaine. On a la chance de recevoir aujourd'hui Olivier Graal, directeur adjoint du campus, qui va intervenir sur ce sujet précieux de la cybersécurité. On a prévu avec Olivier que son intervention soit la plus pragmatique et pratico-pratique pour que vous puissiez au quotidien vous saisir de cet enjeu et pouvoir adapter les bonnes pratiques dans vos entreprises. Donc on a une quarantaine de minutes d'intervention d'Olivier et puis on laissera place aux échanges. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'essaierai de relayer autant que faire se peut. Et puis voilà. Donc merci Olivier et je te laisse la parole. Bon, vous m'entendez? C'est bon? C'est parfait. Lisa, parfait. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, donc je pense qu'on voit mon document là. Oui, c'est bon. Impeccable, donc je peux y aller. Oui, donc je me resitue un petit peu. Je suis effectivement l'adjoint de Guy Flamand, qui est le directeur du campus cyber Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons la lourde tâche d'essayer de convaincre notre territoire de mieux se protéger contre la prédation numérique. Donc je vais vous raconter plein d'horreurs aujourd'hui, vous faire sûrement frémir un petit peu. Mais rassurez-vous, il y a plein de solutions et c'est ce qu'on pourra voir avec Lisa. L'idée, c'est d'essayer de vous rendre le sujet digeste et vous permettre de reprendre la main sans inquiétude sur les technologies numériques et les utiliser en conscience, c'est-à-dire en conscience du risque, pour vous éviter des gros écueils qui malheureusement nous touchent quotidiennement. Je vous présenterai le campus à la fin de mon intervention. Je préfère commencer directement, rentrer dans le vif du sujet. Et vous expliquer déjà dans un premier lieu pourquoi effectivement le risque numérique est devenu votre talon d'Achille. Donc on a depuis les années 80-90, donc durant ma jeunesse, déployé massivement du numérique sur tous les pans de notre société, y compris notre vie privée, et pour le meilleur, mais malheureusement aussi pour le pire, puisque on n'a malheureusement pas anticipé les nouveaux risques associés aux nouvelles technologies. Et je dirais, c'est l'habitude de l'humain. Hein. Si vous prenez tous les nouvelles technologies développées ces derniers millénaires ou siècles, chaque fois qu'une nouvelle techno arrive, on s'en saisit, mais on ne traite pas le risque inhérent à l'usage des nouveaux produits ou nouvelles technologies ou nouvelles façons de penser. Et on ne fait que réagir, c'est-à-dire qu'on commence à traiter le risque quand malheureusement il y a déjà eu à déplorer des incidents. L'exemple que je prends systématiquement, c'est celui de la voiture. Dans les années du début du 19e, 20e plutôt, excusez-moi, la voiture émerge, on commence à voir apparaître les premiers véhicules sur les routes, quoi, qui n'ont de route que le nom, les chemins on va dire plutôt, et puis progressivement donc les véhicules se modernisent, on va de plus en plus vite, mais la sécurité n'est réellement prise en compte que dans les années 50, après plusieurs décennies de morts sur les routes, et ce n'est qu'au bout de 16 000 morts par an sur les routes que l'État se saisit du sujet et met en place à la fois de la pédagogie et des mesures répressives. Donc on a vu émerger la ceinture de sécurité, le code de la route, les gendarmes au bord de la route pour nous verbaliser, etc., etc. En cyber, on en est aux années 50, c'est-à-dire que vous avez un embryon de texte législatif pour vous donner des garde-fous et vous imposer un minimum de sécurité. Mais quand je dis un embryon, c'est vraiment un embryon.
Par contre, on a à déplorer malheureusement de plus en plus de dégâts. Et par contre, on a un usage massif du numérique dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui, une entreprise ne pourrait plus fonctionner sans l'informatique. Alors l'informatique au sens large, parce que l'informatique, j'englobe dedans la téléphonie, l'informatique industrielle, la vidéosurveillance, les systèmes de domotique, tous les objets numériques qui ont pour dénominateur commun d'utiliser le protocole TCP/IP, qui est le protocole de communication des équipements électroniques. Et donc c'est un progrès. Hein. On voit bien que l'idée c'est d'anticiper, de vous proposer des nouveaux services, de simplifier notre quotidien et d'aller vers un meilleur monde. Mais malheureusement, ces technologies aujourd'hui intègrent pas ou peu de mesures de sécurité nativement, ce qui veut dire que l'utilisateur doit réfléchir à l'usage et de lui-même mettre en place des garde-fous pour empêcher la prédation numérique. Et donc de l'autre côté de la barrière, on a effectivement un nouvel espace à appréhender, c'est l'espace virtuel, qui a pour caractéristique d'être sans frontières, universel, puisqu'on peut se connecter à Internet de n'importe quel point de la planète. Il permet l'anonymat. Vous avez sûrement entendu parler du réseau Tor, en l'occurrence, qui est un des navigateurs utilisés pour accéder au Darknet. Le Darknet qui est la partie... alors, il y a le Deep Web, c'est la partie non indexée d'Internet. Et le Darknet, c'est la partie plus confidentielle, voire la partie qui héberge le Dark Web, donc les sites interdits. Le fait d'être sur un espace virtuel sans frontières nous amène à des problématiques juridiques, puisque le droit français ne s'applique sur le territoire national. Et donc, si vous avez des cyberattaquants qui se positionnent sur des pays étrangers qui ne coopèrent pas avec Interpol, on rend le travail de la police judiciaire extrêmement complexe. Ce qui explique cette désinhibition totale des velléités offensives des personnes ou États. Et j'en veux pour preuve l'augmentation flagrante du nombre d'incidents sur toute la planète. Hein. C'est pas spécifique à la France. Ça, c'est quelques éléments de statistiques sur ce qu'on voit en Nouvelle-Aquitaine en termes d'incidentologie. Alors, ça peut paraître peu, 391 incidents traités par le campus cyber. Alors, je précise que le campus est le centre de réponse à incidents régional. Donc, je vous laisserai donc coordonner à la fin. J'espère que vous n'aurez pas à nous appeler, mais effectivement, le jour où vous êtes victime d'un incident, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de notre soutien. Et donc, nous, on comptabilise depuis un an le nombre d'accidents cyber de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce chiffre, ce ne sont que les personnes qui ont pris la peine de nous appeler, auxquelles on a rajouté, nous, les attaques qu'on a pu détecter avant que les utilisateurs les constatent. Donc 391, c'est peu et beaucoup à la fois. Le vrai chiffre est vraisemblablement nettement supérieur. Alors, il n'y a malheureusement pas aujourd'hui de statistiques nationales fiables sur l'incidentologie en France. Cybermalveillance sort des stats globales chaque année. On doit être maintenant rendu à peu près 200 000 incidents déclarés. Et la gendarmerie nationale estime que le nombre d'incidents déclarés ne représente que à peu près 10% du chiffre réel. Donc c'est un tsunami, hein. C'est énorme. Alors bien évidemment, j'englobe dedans les particuliers, puisque les premières victimes, c'est vous, en tant qu'être humain, hein, en tant que citoyen. C'est beaucoup plus facile d'aller venir attaquer une personne que de s'en prendre à un grand groupe international. Et donc, on peut faire énormément de gains en attaquant des personnes. Moi, j'ai eu malheureusement à soutenir des individus qui avaient été victimes d'attaques cyber à leur domicile, avec pour conséquence le chiffrement complet de toutes leurs données personnelles, dont notamment les 20 000 photos
de famille stockées depuis plusieurs années. Et si demain je vous enlève toutes les photos de vos enfants sur vos ordinateurs, je pense que ça va vous faire très mal. Et si vous n'avez pas de sauvegarde, vous allez avoir envie de payer la rançon pour les récupérer. Et c'est ce qui s'était passé pour une personne à qui on a fait une sensibilisation, qui le jour même, et c'est pas moi, je suis innocent, s'est fait attaquer. Donc voilà votre quotidien. Voilà ce qui peut vous arriver si vous ne prenez pas des mesures de sécurité, y compris à titre privé. Les principaux risques, alors c'est toujours les mêmes. En premier, les motivations plutôt, on parlera des risques après. Première motivation, l'appât du gain. C'est extrêmement lucratif de mener des attaques cyber avec un risque létal proche du zéro. Exemple concret, j'aime bien amuser la galerie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que ça date de 2018 ou 2019, il y a eu en France une grande campagne de sextorsion. Alors qu'est-ce que c'est une sextorsion? L'extorsion consiste à vous menacer de publier des contenus graveleux ou olé olé vous concernant sur Internet, ou d'informer toute la planète de vos consommations de sites pédoporno ou porno tout court. Hein. C'est jamais très agréable. Et donc il y a des petits malins qui ont fait de la statistique. Donc c'est deux individus français qui habitaient du côté de Lyon, qui ont acheté sur Internet une énorme base de données d'adresses mail. C'est assez facile, hein, pour pas très cher, d'acheter des mails, avec pour objectif de faire croire aux propriétaires des emails qu'ils avaient été filmés et que leur historique Internet avait été capté par des cyberattaquants. Et en partant du principe qu'une personne sur deux consomme du porno en France, à peu près, comme partout sur la planète, ils se sont dit qu'il y aurait forcément des candides qui se sentiraient concernés et que sur ces candides, il y aurait des gens qui seraient prêts à payer jusqu'à X centaines d'euros. Je crois que la rançon demandée était de l'ordre de 300 euros. Donc si vous prenez une population de plusieurs millions de personnes, donc ils avaient récupéré plusieurs millions d'emails, que si statistiquement vous en avez 10% qui effectivement consomment des vidéos porno et se sont peut-être masturbés devant leur ordinateur, et que vous leur dites à ces gens-là que vous avez piraté leur caméra vidéo et volé toutes leurs données de leur ordinateur, il y a de fortes probabilités qu'ils payent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, sans compétences particulières en informatique, en ayant juste fait de l'ingénierie sociale, ces deux personnes, avec cette base de données, se sont fait, on estime leur gain en un mois à 6 à 7 millions d'euros en France, juste en France. Ils se sont fait interpeller par la police judiciaire. On a récupéré 2 millions d'euros sur la totalité de l'argent volé, et ce n'est qu'une estimation parce que la plupart des gens qui ont payé n'avaient pas porté plainte. On va rarement porter plainte pour expliquer qu'on a commis un délit ou un délit, qu'on a consommé du porno sur Internet à la police. Donc ce n'est qu'une vague estimation de ce qu'ils ont vraisemblablement gagné. Ces gens sont aujourd'hui libres, ils ont fait 2 ans de prison et doivent consommer des mojitos en Thaïlande ou dans un pays étranger à l'abri du besoin pour les 30 prochaines décennies. Voilà comment ça se passe. Donc on peut très facilement gagner beaucoup d'argent avec un risque relativement limité, ce qui a suscité des vocations. Deuxième risque, l'espionnage. Vous êtes des sociétés innovantes, et alors c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que vous devez communiquer pour aller chercher des nouveaux clients, mais vous devez aussi protéger votre savoir-faire. Et c'est assez antinomique. Et malheureusement, le constat, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à communiquer sur vos savoir-faire, surtout s'ils sont innovants, vous allez attirer beaucoup de prédateurs qui voient là une aubaine pour récupérer du savoir-faire à votre détriment, qu'ils mettront à disposition sur le dark web moyennant finance. Voire vous allez attirer l'attention de vos concurrents. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher d'aller voler le savoir-faire de son voisin plutôt que de développer par soi-même. On a un exemple emblématique qui date des années 2010, mais que j'utilise aujourd'hui puisqu'il y a prescription.
c'est la société Parrot qui a différents domaines d'activité, dont un qui était de construire des drones. Dans les années 2010, les drones, c'est peu courant et Parrot s'apprête à lancer une nouvelle technologie révolutionnaire. Ils n'ont pas encore déposé de brevet sur leur développement. Et juste avant d'aller le faire, curieusement, leur principal concurrent, en l'occurrence G, sort exactement la même technologie. Donc là, ils se disent, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est quand même bizarre, ils ont déposé les brevets avant nous, on va vérifier si par hasard on n'a pas été victime de vol de données. Et ils se sont rendus compte que depuis un an, un cyberattaquant avait élu domicile dans leur système d'information et exfiltré progressivement tout leur savoir-faire. Donc, morale de l'histoire, quand on innove, on se doit absolument de mettre en place les garde-fous nécessaires pour protéger nos savoir-faire. Et la prédation, elle peut se faire par le biais du numérique. Et les signes avant-coureurs du risque, c'est souvent les capital risqueurs qui arrivent vous voir en disant c'est chouette ce que vous faites, on a envie d'investir chez vous. C'est souvent une technique qui est utilisée pour mettre le pied dans la porte et essayer de vous voler votre savoir-faire. Donc il y a vraiment, c'est pas de la paranoïa, hein. La paranoïa, c'est avoir peur de choses qui n'existent pas. C'est du bon sens. Il faut que vous soyez extrêmement vigilant pour protéger vos savoir-faire. Troisième risque, le sabotage. Si par exemple vous êtes approché par un capital risqueur qui veut investir chez vous et que vous n'en avez pas besoin et que vous déclinez l'offre, moi je vais peut-être avoir la tentation de vous mettre en difficulté. Donc je vais saboter votre entreprise. Et une fois que vous serez en difficulté financière, je vais venir en sauveur et vous proposer de vous racheter. C'est arrivé à une société girondine, membre du campus cyber, il y a à peu près 3 mois, un petit peu avant l'été. Ils ont été victimes d'une attaque par arnaque financière, ce qu'on appelle un faux ordre de virement. Ils ont amené la responsable financière à verser une très forte somme sur un compte qui n'était pas le bon. Et ça les a mis en difficulté financière. Et curieusement, derrière, ils ont été rachetés. Donc c'est une autre technique qui pourrait être utilisée pour prendre la main sur votre savoir-faire et vous voler. Donc c'est pas de la fiction, ça arrive y compris en France et y compris dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors les 3 fléaux numériques auxquels vous pourriez être confronté. Le premier, c'est l'attaque par rançongiciel. Donc l'idée, c'est je rentre dans votre système d'information, je prends la main sur tous vos ordinateurs et je rends vos données illisibles. Ça s'appelle du chiffrement. Et alors le terme qui n'est pas le bon mais qui est utilisé par le commandant mortel, c'est le cryptage. Mais le vrai terme, c'est chiffrement. Et qui dit chiffrement dit clé de déchiffrement. Donc je vais vous demander de l'argent pour vous restituer la clé qui vous permettra de récupérer vos données. En général, maintenant, ce type d'attaque se double d'un vol de données. C'est-à-dire, puisque je suis dans votre système, autant récupérer vos données et les mettre en vente sur Internet. Et si vous refusez de payer, je vais vous faire croire que je vais publier les données. Rassurez-vous, je vais les publier, les données. Je vais les revendre. Il n'y a pas de petit profit. Donc ça, c'est l'attaque la plus classique. Et c'est de la pêche au gros filet, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Que vous soyez une société innovante ou pas, je scanne les réseaux, je tombe sur votre système d'information, la porte est ouverte en général, je rentre, je m'installe durablement et je vous rançonne. La seule raison qui explique que vous n'ayez pas encore eu à subir ce genre d'attaque, la plupart du temps, c'est que les cyberattaquants sont occupés ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de sociétés fragiles que le gâteau est tellement gros, ils en font une overdose. Mais à un moment ou à un autre, vous allez être confronté à ce type de prédation. Et si vous n'avez pas protégé votre système, les cyberattaquants vont rentrer et vont vous embêter. Deuxième phénomène en forte recrudescence en Nouvelle-Aquitaine, le faux ordre de virement ou l'arnaque financière. Donc je vous en ai déjà donné un exemple, je n'ai pas pu vous donner le nom de la société parce que c'est confidentiel, mais je rentre dans votre système, j'usurpe votre identité, je modifie les RIB dans vos factures et j'envoie les factures à vos clients qui vont payer sur ce nouveau RIB. Comme le mail est légitime, c'est le vôtre, ils vont avoir confiance et ils vont pas prendre la précaution de vous appeler. En tout cas pour ceux qui n'ont pas mis des process adéquats en face. Alors ça peut vous arriver à vous. Si
un de vos prestataires de service vous envoie un nouveau RIB, change ses habitudes, il est primordial de prendre la peine d'appeler votre contact habituel et de vérifier si c'est légitime. Parce que malheureusement, si c'est lui qui a été victime d'une attaque cyber et que quelqu'un a usurpé son identité, il y a de fortes probabilités pour que l'argent parte sur le mauvais compte. Donc ça, c'est tout bête, mais ça nous arrive toutes les semaines. On a des cas de figure toutes les semaines. Troisième fléau actuel, et là on est vraiment dans l'action avec malheureusement plusieurs dépôts de bilan à déplorer, notamment proches de chez vous, Nord-Aquitain, c'est l'attaque indirecte. C'est-à-dire vous achetez une prestation de service numérique chez un prestataire qui a pignon sur rue. Par exemple, vous mettez en place un ERP. Et manque de chance, c'est le prestataire de ERP qui est attaqué et qui a mal sécurisé vos données. Et vos données sont chiffrées. Et là, si vous suivez l'actualité, il y a un cas de figure emblématique qui est en cours chez la société Octave, qui est située à Nantes. Alors, je peux en parler puisque l'affaire est publique. Octave est un éditeur de ERP qui héberge les données de ses clients en France. Ils sont passés sous capitaux américains assez récemment. Et malheureusement, c'est un prestataire qui a mal sécurisé les sauvegardes des données de ses clients. Résultat des courses, tous les clients d'Octave ont perdu leurs données. Et a priori, les données ne seront pas remontées avant plusieurs mois. On a une société proche de New York qui perd 300 000 euros par mois là actuellement. Elle est bien évidemment au tribunal de commerce et aux dernières nouvelles, elle va déposer le bilan. Donc c'est un dossier qui est suivi par le MEDEF, entre autres, de New York. Donc voilà malheureusement la triste réalité, c'est-à-dire que vous faites confiance à un prestataire numérique et le prestataire numérique n'est pas forcément un spécialiste de la sécurité numérique. Donc il est primordial de prendre la peine de s'assurer que les personnes qui vous accompagnent sont des gens sérieux et ont une conscience du risque. Donc dans les faits divers locaux, mairie d'Angoulême, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le prestataire numérique qui a compromis le système d'information de la mairie d'Angoulême, de l'agglo d'Angoulême d'ailleurs. Là, en l'occurrence, donc le cyberattaquant est rentré dans le système du prestataire de service qui avait les droits administrateurs de la collectivité et par l'intermédiaire donc du système d'information du prestataire, ils ont tout chiffré le système d'information de la mairie d'Angoulême. La mairie d'Angoulême, c'est une affaire qui date d'il y a plus d'un an, est encore en train de reconstruire ces données. C'est compliqué. Autre exemple emblématique du fin 2023, le transporteur Guyamier. Là, c'est un technicien qui intervient pour installer un scanner dans l'entreprise. Et ce technicien est pressé, sûrement, ou mal formé. Le prestataire, c'est un gros prestataire national, dont je tairai le nom, puisque l'affaire n'est pas publique, qui donc installe ce scanner, et comme il doit le configurer à distance, il met un login et un password très 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 léger. J'ai plus les chiffres, mais ça doit être un truc du style admin 1234. Et 15 jours plus tard, curieusement, la société est attaquée et tout est détruit. Alors, la chance du transporteur Guyamier, c'est des gens sérieux. Ils avaient des sauvegardes d'un bon niveau et donc ils ont pu reconstruire leur système d'information. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Et le fameux gros prestataire a assumé ses responsabilités. Donc il a pris en charge intégralement les coûts de la reconstruction du système. Donc, heureusement, ils sont tombés sur un prestataire sérieux, par contre, qui avait des techniciens qui étaient mal formés ou négligents. Coaxis, alors là c'est l'inverse. C'est un client qui involontairement a compromis le système de Coaxis. Donc Coaxis est le principal fournisseur de solutions SaaS, Software as a Service, pour les experts comptables en France. Donc, ils ont plus de 30% du marché. C'était une société d'agents, des gens très sérieux, pareil. Rien de particulier à dire, si ce n'est qu'ils avaient un client qui sécurisait mal son PC. Et le cyberattaquant, par l'intermédiaire du poste du client, est remonté sur les machines virtuelles du prestataire de service. Et ce prestataire, à ce moment-là, faisait de la maintenance sur son système et il y avait une vulnérabilité exploitable. Le cyberattaquant a réussi malencontreusement à bloquer la plupart des machines virtuelles
du prestataire, sans conséquence pour les données, parce qu'il n'y a pas eu vol de données, il n'y a pas eu chiffrement, donc tout ça a été bien géré. Par contre, il y a eu paralysie du système pendant plusieurs semaines. Il a fallu 4 semaines à Coaxis pour remettre en marche l'intégralité des VM. Et donc pendant ces 4 semaines, les clients, en l'occurrence des experts comptables, ont dû travailler avec papier-crayon. Donc c'était assez douloureux. Quatrième et dernier exemple, la prédation interne. 30% des attaques sont liées à des salariés d'entreprise qui ont volontairement attaqué leur propre entreprise par insatisfaction en général. J'ai pas eu l'augmentation, ou mes collègues sont mieux vus que moi, ou je m'en vais à la concurrence et je prends la base de données. Donc il est vital, quand vous vous associez avec des personnes et que vous embauchez des salariés, que vous mettiez en place une charte informatique déontologique qui soit adossée au contrat de travail, puisque malheureusement, vos salariés peut-être amis d'aujourd'hui seront peut-être vos concurrents et ennemis de demain. Et donc il faut être vigilant et se protéger contre cette prédation également. Donc 30%, c'est loin d'être négligeable. Donc, quelques chiffres. Les préjudices cyber pour une TPE-PME varient entre quelques milliers d'euros si vous êtes relativement prêt à plusieurs dizaines de milliers. Alors pour des sociétés plus structurées, on arrive à plusieurs millions d'euros. Je peux pas vous donner les noms des sociétés, mais sur des sociétés de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, là on a un exemple, ils nous ont donné le chiffre de ce que ça leur a coûté, juste la remédiation, je ne parle pas de la perte de clients et tout le reste, ils en sont à 3 millions d'euros. Sachant que c'est pas parce que vous avez des sauvegardes, que vous avez réfléchi un petit peu à votre sécurité numérique, que vous allez pouvoir redémarrer du jour au lendemain avec vos systèmes qui ont été compromis. Parce que malheureusement, il y a tout un travail d'enquête à faire avant de pouvoir réinstaller les sauvegardes. Parce que le constat, c'est que le cyberattaquant, il est chez vous déjà depuis longtemps. Donc il y a de fortes probabilités que le vecteur d'attaque soit dans la sauvegarde. Donc, quand on a une attaque cyber, on doit faire appel à différents services. Donc le campus en fait partie. On peut vous aider à essayer de comprendre ce qui se passe. Votre prestataire de service, bien évidemment. Mais il va falloir aussi peut-être prendre attache avec la gendarmerie ou la police et enquêter pour essayer de comprendre. L'enquête ne se fait pas en un jour. Et souvent, il y a saisie des disques durs. Si je prends l'exemple de mon entreprise Guyamier, il avait ce qu'on appelle un NAS pour Network Restoration, donc des grappes de disques durs avec des sauvegardes dedans. Le NAS a été compromis. Ils ont saisi les disques durs du NAS pour les analyser. Et M. Guyamier, en l'occurrence, donc, a appelé son prestataire de service pour racheter des disques durs pour pouvoir réinstaller son système. Manque de chance, il y avait rupture de ce modèle de disque dur. Il a fallu qu'il attende plusieurs jours pour pouvoir réinstaller le système. Et ça n'a pas suffi, il a fallu vérifier les sauvegardes. Donc résultat des courses, ils ont perdu à peu près 3 semaines. 3 semaines, c'était en décembre, transporteur routier. Vous imaginez la situation. Les dégâts ont été assez colossaux. Autre élément intéressant, il a très très bien fait les choses, M. Guyamier, et donc il a informé ses clients, et il a même communiqué au niveau de Sud-Ouest. Donc vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, il y a des articles de journaux. Donc parce qu'il y a tout un volet de communication nécessaire quand on est victime d'une attaque. À minima, vous devez prendre contact avec vos clients et fournisseurs pour les informer de la situation. Et là, en l'occurrence, son banquier n'a pas apprécié apprendre par la presse que son client avait été victime d'une attaque et a décidé de l'abandonner. Alors que M. Guyamier avait fait ce que l'ANSSI préconise, c'est-à-dire informer les clients et les rassurer. Voilà, on a vécu un incident cyber, mais il est maîtrisé, vos données sont protégées, et donc on va reconstruire notre système. Par contre, ça perturbe notre fonctionnement. Ça a été très compliqué avec son banquier de lui faire comprendre qu'il n'y avait aucune perte de données, aucun risque, à tel point qu'il a dû changer de banque. Donc, vous voyez, on a l'attaque cyber, c'est moi, j'ai coutume de dire que on ne parle pas d'attaque cyber, mais d'attaque d'origine cyber, puisque l'impact, il est global.
sur votre finance, sur vos RH, sur votre outil de production, sur votre communication, sur vos clients. Et donc il va falloir prendre tout ça en considération et l'anticiper. Donc avoir en tête les bonnes pratiques à mettre en place en cas d'incidentologie. On parle, c'est un vocabulaire que de PRA-PCA, plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. On peut faire un PRA-PCA même si on n'est que 2 ou 3 salariés. Hein. C'est avec un peu de bonne volonté, un peu de temps, on peut construire déjà une première réponse, c'est-à-dire savoir qui appeler, quand, dans quel contexte, vérifier si on a bien réfléchi à comment on va redémarrer ou comment on peut se passer de l'informatique et combien de temps, et mettre en place avec ses clients et fournisseurs des bonnes pratiques pour limiter l'incident. Donc j'en arrive déjà aux préconisations. On va pas faire aujourd'hui en 40 minutes votre PRA-PCA et on va pas analyser votre situation. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Lisa et nous-mêmes sommes à votre disposition pour, avec chacun d'entre vous, faire un diagnostic gratuit de maturité cyber. Donc moi, je peux me rendre sur votre territoire avec d'autres personnes et on peut vous consacrer 1 heure, 1 heure et demie de notre temps pour analyser ensemble votre situation et vous permettre de reprendre les mains sur cette thématique, parce que c'est bien l'enjeu. Il faut que vous puissiez, en tant que chef d'entreprise, même si vous n'êtes pas un spécialiste numérique, traiter le sujet. Donc l'enjeu, c'est vous donner la sémantique, le vocabulaire, pour que vous soyez capable de comprendre le verbiage informatique de votre prestataire de service ou de votre informaticien, et faire que le sujet soit facile à comprendre. Donc là, on est dans l'anticipation. Donc il y a un premier outil qui vous est proposé par Lisa, c'est ce petit accompagnement qui est fait en partenariat avec l'autorité nationale qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est anonyme et qui est gratuit. Et j'ose espérer que vous allez tous le demander. C'est l'enjeu. Une fois qu'on aura fait ce premier travail d'analyse avec vous, qu'on vous aura donné, donc on aura fait un embryon d'analyse de risque, on aura réfléchi à ce qu'il faut protéger en priorité, on aura regardé ce que vous avez mis en place. Alors on ne touche pas au système technique, hein, c'est un entretien, mais on va voir si vous avez réfléchi et qu'est-ce que vous avez mis en place. On vous donnera les premiers conseils. À partir de là, vous allez pouvoir vous préparer et donc revoir peut-être votre copie avec vos partenaires accompagnants et commencer à mettre en place une sécurité plus globale. Et alors la mauvaise nouvelle, c'est que la cybersécurité, c'est pas du one shot, hein, c'est pas j'installe et tout va bien. C'est malheureusement un système récurrent, c'est-à-dire que tous les ans, il va falloir en permanence vous tenir informé et mettre à jour votre système d'information. Donc la maintenance n'est pas une option. On n'achète pas un produit et tout va bien, mais on achète de la prestation de service et on renouvelle cette prestation de service chaque année pour maintenir à jour la protection de son système d'information. D'un point de vue humain, il va falloir durcir la sécurité des accès de vos systèmes d'information et ça passe par l'adhésion du projet commun de tous vos salariés. Donc, je vous ai parlé charte informatique. La charte informatique, ça se construit avec ses salariés. Et l'idée, c'est faire adhérer tout le monde à une politique de sécurité et mettre en place des garde-fous juridiques pour que si quelqu'un ne respecte pas les règles que vous vous êtes ensemble fixées, vous ayez un levier pour pouvoir agir. Ça passe bien évidemment par le durcissement de votre politique de mot de passe. Le mot de passe, comme on le faisait autrefois avec l'adresse du dernier né, le nom de l'animal des compagnies ou le lieu préféré de la famille, vous oubliez. Il va falloir changer vos habitudes et mettre en place, déjà mettre un mot de passe différent pour chaque service, et puis surtout durcir la sécurité, donc augmenter la taille, voire envisager un nouveau concept, un nouveau, pas si nouveau que ça, mais qui devient très à la mode, le concept de
d'authentification double, de MFA, Multi-Factor Authentication. Le MFA consiste, alors ça vous parle peut-être avec vos banquiers, quand vous faites un paiement, aujourd'hui votre banquier demande de valider le paiement avec votre smartphone. Ça, c'est du MFA. Vous avez 2 facteurs d'authentification. Le mot de passe pour accéder à votre application et lancer la demande de règlement, ou le mot de passe de votre carte bleue, et le petit message qui vous est envoyé qui vous demande d'accepter le règlement via une application ou autre chose. Un mail, par exemple. Ce type de système est en train de se généraliser, et l'autre intérêt de la double authentification, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Mais typiquement, vous devez avoir des comptes Microsoft, Google, Apple. C'est des fonctions qui existent dans les outils de messagerie que vous avez. Si quelqu'un essaie de se connecter à partir d'un poste inconnu à votre messagerie personnelle ou professionnelle, vous devez demander à votre prestataire de messagerie de vous envoyer un message et de demander si vous acceptez. C'est tout bête, mais c'est un premier principe de double authentification. Ça veut dire que c'est pas systématique, c'est que quand quelqu'un essaie de se connecter à partir d'un nouveau poste. C'est déjà énorme si vous faites ça. Vous allez régler beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie d'usurper votre identité et de prendre la main sur votre messagerie à partir d'un poste inconnu, il sera bloqué et vous vous sauvez la vie. Il va falloir protéger votre sauvegarde. Donc ça, c'est le sujet primordial. C'est la première chose à faire dans votre entreprise, c'est mettre en place la politique du 3, 2, 1, 0. 3 jeux de données sur 2 lieux différents, avec à minima une sauvegarde dite déconnectée, ou si vous préférez, protégée de la prédation extérieure. Donc protégée du rançongiciel. On peut le faire de façon virtuelle, et ça peut être fait avec un prestataire de service. Si c'est pour vous, si vous êtes une petite structure, vous allez sur le supermarché du coin, vous achetez un disque dur, vous le branchez sur votre ordinateur, vous sauvegardez régulièrement toutes les données stratégiques et vous débranchez le disque et vous le mettez au coffre. Encore mieux, vous le mettez au coffre chez vous, c'est-à-dire pas sur le lieu de travail. Comme ça, vous avez bien la politique des 2 lieux. Comme ça, si votre lieu de travail est cambriolé ou brûle, bah, vous aurez vos données ailleurs. Et alors, le 0, c'est pour le test de bon fonctionnement des sauvegardes, puisqu'on a eu malheureusement plusieurs cas de figure où il y avait des sauvegardes, mais elles n'étaient pas vérifiées. Et quand on a voulu les remettre en place, la plupart des données étaient pas compromises, mais inutilisables. Donc il faut vérifier à intervalles réguliers que votre système de remise en marche des sauvegardes fonctionne. Si vous respectez ces principes, vous aurez la certitude de pouvoir continuer d'exister. Si vous n'avez pas ça, et c'est encore malheureusement souvent le cas, si vous êtes victime d'une attaque cyber, vous déposerez le bilan. Et c'est ce qui se passe avec le fameux prestataire de RP Octave. C'est lui qui avait les données de ses clients. Malheureusement, c'est lui qui était négligent et qui ne faisait pas ce système 3-2-1-0. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça aujourd'hui. Après, vous allez cloisonner, donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, parce que quand le panier tombe, bah, tout casse. Donc si vous avez un système de production, bah, vous le cloisonnez du système de bureautique et du système R&D. On peut faire ça avec du cloisonnement virtuel ou physique. L'idée, c'est que s'il y a une compromission sur un système, ça n'atteint pas les autres. On va faire attention au nomadisme. Le train, l'hôtel ou l'avion, c'est pas un lieu privé. Donc on fait attention d'une part à ces ordinateurs. Moi, quand je vais aux toilettes dans le train, je pars avec mon ordinateur. Parce qu'il y a énormément de vols de bagages dans les transports publics. Et c'est tout bête, hein, mais vous avez 2 ou 3 heures de train, vous allez boire un café à la cafétéria, vous laissez votre ordinateur, mais pendant que vous allez boire votre café, moi je prends votre ordinateur. Il y a 500 ordinateurs volés toutes les semaines entre Roissy et Orly. Et il y en a 500 par mois entre Paris et Strasbourg. Alors, j'ai pas les chiffres pour Bordeaux-Paris, mais il y en a aussi. Hein. Il y en a peut-être un peu moins. J'ai les chiffres de Bordeaux, de Paris-Strasbourg, parce que Strasbourg, il y a la communauté européenne. Et donc là, il y a de la prédation ciblée. Et c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et après, c'est pareil. J'ai une anecdote extrêmement rigolote d'une société paloise, Pau dans le Béarn, donc cette société qui est un prestataire du numérique répond à un appel d'offres pour un gros donneur d'ordre sur Pau. Il y a des gens comme Terega, Total, très gros grand compte.
il prend l'avion pour une réunion à Paris et son principal concurrent, qui répond lui aussi au même appel d'offres, est juste à côté de lui. Et la personne, donc, est le commercial qui répond au même appel d'offres que lui. Et cet idiot est en train de remplir sa liste de prix dans l'avion sans savoir que son voisin de table, c'est son concurrent. Je vous laisse imaginer qui a gagné l'appel d'offres. Donc il y a un vrai sujet avec la consultation de données sensibles dans les transports publics. Et enfin, dernier point, on met en place de la surveillance. C'est-à-dire qu'on a, soit c'est le prestataire de service qui tient à jour, qui assure la maintenance de votre système et qui vérifie qu'il est toujours bien protégé, qui vérifie s'il y a des attaques. Si vous avez des compétences vous mettez en place de la veille, vous mettez en place de la surveillance de telle façon à ce que, en cas d'attaque, vous ayez des remontées d'alerte qui vous permettent de vous défendre. Combien de temps il me reste, Lisa? Parce que je sais que je suis très bavard. Là, on arrive aux 40 minutes, donc... Alors, je vous passe ces slides-là, mais très très vite. Le délai moyen entre la première intrusion et l'attaque est en moyenne de 94 jours. Ça, c'était pour illustrer mes propos sur le fait que les sauvegardes peuvent être compromis, l'attaquant peut être dedans. Là, ça, on l'a dit, c'est Dark Web, Deep Web, donc je passe. Faites attention aux réseaux sociaux. La première chose que font les cyberattaquants quand ils souhaitent nuire à une société ou à une personne, c'est se renseigner. Et toutes les données sont sur les réseaux sociaux. Donc on maîtrise sa communication. Si vous voulez vérifier si vous n'êtes pas déjà victime de prédation, allez sur ce site Have I Been Pwned. Lisa pourra vous envoyer mes supports si vous voulez, je te les donnerai. Have I Been Pwned, donc là je vous fais un exemple avec ma propre adresse mail. Alors c'est un site safe, c'est un site universitaire américain qui met à disposition donc cette page web. Vous tapez votre adresse mail dedans et eux, en fait, ils achètent sur Internet toutes les bases de données du dark web dans lequel on retrouve l'association email mot de passe. Et donc si votre email mot de passe a fuité chez un de votre prestataire de service, par exemple, eh bien, il va apparaître là. Et donc là, vous saurez tout de suite si ça passe en rouge, comme vous le voyez ici avec ma propre adresse mail perso. J'ai des victimes d'une exfiltration de données. Alors je vous en montre qu'une, hein, il y en a 10 en fait, mais celle-là, elle est emblématique parce que je suis à peu près certain que vous avez tous un compte LinkedIn. Sachez que LinkedIn s'est fait voler ses données 2 fois. Une fois en 2016 avec 174 millions de couples login password. Alors pire que ça en 2021, il y a eu 400 millions de données volées avec toujours pareil login password. Si donc votre password LinkedIn est le même que votre password de compte principal et que vous ne l'avez pas changé depuis 2021, il est connu de toute la Terre. Donc ça, j'espère que ça va vous faire un petit électrochoc. Prenez le temps tout à l'heure d'aller vérifier et si vous apparaissez en rouge là-dedans, changez tous vos mots de passe. Mais vous ne posez pas de questions, changez tout. Parce que vous êtes la prochaine victime. Ça, c'était pour vous illustrer le fait qu'avec très peu de savoir-faire, je peux vous attaquer. Shodan est un site utilisé par tous les cyberattaquants, y compris par les gens bien. C'est-à-dire que moi, typiquement, à l'époque, quand je l'ai utilisé, j'étais à l'ANSSI, donc j'étais en division réponse à l'ANSSI, à l'autorité nationale, et je faisais ça pour surveiller les futures victimes. Et en l'occurrence, ce site permet d'accéder à des sites industriels, à plein de choses. C'est-à-dire que c'est un automate de la cyberattaque qui scanne en permanence tous les réseaux mondiaux, identifie les objets mal sécurisés et les met à disposition de toute la communauté. Et pour exemple, donc là, je me suis amusé un petit peu. J'ai cherché des caméras vidéo du côté de Limoges. J'en ai trouvé. Et quand je clique sur View Details, donc là, j'ai juste l'adresse IP de la caméra et j'ai pas de compétences particulières. Je précise, je ne suis pas informaticien. J'ai un vernis plutôt costaud, mais ça fait pas de moi un ingénieur. Donc là, j'ai cherché la syntaxe pour trouver des caméras vidéo. Je l'ai trouvé il y a plein de tutos sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour vos gamins. Et quand je clique sur View Details, j'ai accès à la caméra vidéo. Donc la grande mode aujourd'hui, c'est mettre des caméras vidéo chez vous. Chez moi, il n'y en a pas. Hein, parce que vous voyez ce que je peux faire? Ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Et si votre caméra est mal sécurisée, il y a de fortes chances qu'elle soit sur ce réseau-là.
quand bien même elle aurait un premier niveau de sécurité, il y a de fortes probabilités que le site vous propose la méthodologie d'attaque. Puisque en plus de mettre à disposition des contenus, il met aussi à disposition, et c'est là-dessus qu'il se rémunère, les cours pour faire de vous un super cyberattaquant. Alors faites attention, c'est pas très légal, hein, donc évitez d'aller sur ce genre de site-là. Dernière slide, et je réponds à vos questions après, l'écosystème régional et national. Donc l'ANSSI, c'est l'autorité nationale, c'est mon ancien employeur, donc j'ai rejoint le campus il y a 1 an maintenant, mais je suis issu des bancs de l'ANSSI. J'étais le délégué à la sécurité numérique sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis maintenant dans ce qu'on envoie. Vous voyez, en deuxième niveau, on a le CICERT. Le CICERT, c'est le centre de réponse à incidents régional et qui est hébergé au sein du campus. Donc nous pilotons le CICERT, qui a été cofinancé par le conseil régional et l'ANSSI. Donc je reste très attaché à mes anciens employeurs. J'ai toujours cette adhérence-là, mais sur une mission plus opérationnelle au profit des entreprises et administrations locales. Enfin, vous avez un troisième maillon, cybermalveillance. Cybermalveillance, c'est le site cybermalveillance.gouv.fr, c'est le site grand public sur lequel vous trouverez des informations sur comment sécuriser les mots de passe, comment faire des sauvegardes, etc., etc. Et c'est eux qui vous accompagneront en cas d'incident à titre privé. Pour les entreprises ont accès au CICERT, pas les particuliers. Et pour certaines entreprises, ils ont directement accès au service de l'ANSSI. L'ANSSI s'occupe du régalien, donc elle assure la sécurité nationale. Donc les grandes entreprises de transport, de télécommunications, de assainissement de l'eau, donc tous les services vitaux pour la nation sont protégés par l'ANSSI. Au-dessous, on voit les services du ministère de l'Intérieur. Ce qui vous intéresse, c'est gendarmerie-police. La DGSI s'occupe exclusivement de l'antiterro. Alors sauf si vous faites des produits qui pourraient être utilisés comme armes. En dehors de ça, si demain vous avez des soucis avec des cyberattaquants, il faut vous retourner vers la gendarmerie et la police. Il y a une adresse à connaître, c'est masécuritéintérieure.gouv.fr. C'est le site sur lequel vous trouverez toutes les informations pour déposer plainte. masécuritéintérieure.gouv.fr. Je vous invite, si demain vous êtes victime d'une prédation, à titre privé ou professionnel, à passer par cette plateforme plutôt que d'aller directement porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Parce que sur cette plateforme, vous serez orienté vers la plateforme de plainte en ligne et vous pourrez ouvrir un dossier avec un numéro de dossier. Et vous aurez un rendez-vous avec la gendarmerie et la police. Ça vous évitera de perdre du temps devant un commissariat ou une police et de discuter avec quelqu'un qui ne comprend pas votre problème. Là, il y aura un début de plainte et donc vous aurez en face de vous un spécialiste. Et après, il y a plein d'autres gens, dont Lisa, qui joue un rôle majeur sur le volet sensibilisation, formation, accompagnement. Et donc on est tous là, et bien évidemment le campus, pour essayer de vous rendre la vie plus facile. Et dernier slide, vous expliquer ce qu'on est aujourd'hui. On est une association loi 1901 à but non lucratif, dans lequel on retrouve les services que j'ai cités, donc l'ANSSI, la gendarmerie, la police, la préfecture, donc tous les services d'État, et toutes les entreprises motivées par le sujet, y compris ceux qui ne viennent pas de la cybersécurité. Donc, on accueille en notre sein des entreprises de tout secteur d'activité, alors principalement des entreprises numériques, mais pas que. On a des banques, on a des assureurs, des experts comptables. On commence à avoir des entreprises utilisatrices. L'idée, c'est que ensemble, plutôt que moi de vous imposer des produits, je préfère réfléchir avec vous et ensemble construire la réponse appropriée à votre problématique, qui n'est pas celle d'un grand compte, qui n'est pas celle d'une administration. Vous avez des contraintes inhérentes à votre activité. Charge à moi de les prendre en considération pour qu'on puisse, avec Lisa, vous proposer des réponses appropriées. Et je me tais. Ou plutôt, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Olivier. C'était très intéressant. Et puis vraiment, là, pour rappel, alors ce webinaire sera disponible en replay pour nos startups. Mais c'était aussi de rappeler, et tu l'as dit à plusieurs reprises, que je sais pas si tu es fan de cette formulation, mais c'est pas
si un jour ça vous arrive, mais c'est quand ça vous arrivera. Oui, complètement. Et c'est important de rappeler que ça n'arrive pas qu'aux autres et que c'est un peu ton analogie avec la voiture tout à l'heure me parlait beaucoup. C'est-à-dire que qu'on regrette toujours de pas avoir pris la bonne assurance quand on a un pépin avec sa voiture. Voilà. Et là, les conséquences, tu l'as expliqué à très juste titre, peuvent être très importantes. Et tu me disais hier encore qu'il y a des exemples en région. Très régulièrement en tout cas, quoi. Oui. Non, je te laisse parler. J'allais proposer aux personnes présentes de poser leurs questions ou leurs remarques. Profitez de la présence d'Olivier. Vous êtes timide derrière vos caméras. Est-ce que l'on a des statistiques sur l'impact des fuites email, mots de passe sur les intrusions? Alors, malheureusement, Yoran. Voilà, malheureusement non, il y en a pas. Par contre, regardez sur votre compte et je suis à peu près certain qu'il y a eu des fuites vous concernant. Je pense que ça concerne tout le monde. Il suffit que alors la dernière en date, je peux vous dire qu'un Français sur deux aujourd'hui a ses données sur Internet. Vous m'entendez ou pas? Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Je vais vous couper 2 secondes. Ma question, elle n'est pas assez claire comme ça. En fait, moi, typiquement, nous, on a une politique, c'est qu'on a un email par service. Oui. On n'a pas des interdictions d'utiliser les emails perso, bien sûr, dans la boîte. Donc, du coup, la question que je me posais, c'est qu'à partir du moment où on a un email à service, typiquement mon email LinkedIn, il a été cramé 2 fois de suite. Et donc, j'en ai changé 2 fois de suite, mais c'est des emails qui sont spécifiques à LinkedIn. Donc, la question que je me posais, c'est qu'à partir du moment où on a cette protection-là, finalement, de combien ça nous protège, en quelque sorte, des intrusions? C'est-à-dire, est-ce que les intrusions sont systématiquement liées à des logins de mots de passe volés, ou est-ce qu'il y a d'autres choses de manière courante, j'entends? Oui, il y a plein de techniques pour attaquer. Alors, la première que je n'ai pas mentionné, c'est le phishing. C'est-à-dire, je vais envoyer un email piégé, et donc là, même si vous avez plusieurs mails, plusieurs boîtes de messagerie, si vous ouvrez le mail avec le piège, ben, c'est mort. C'est-à-dire que je prends la main sur votre PC. La deuxième, c'est si vous, malheureusement, vraisemblablement, vous êtes quelqu'un qui a une bonne conscience du risque cyber et qui mettait en place des bonnes pratiques. Ce que vous faites est très très bien. Moi, je fais la même chose à titre privé. J'ai un email pour ma banque, j'ai un email pour mon travail, j'ai un email pour gérer mes relations prestataires de services et j'ai un email poubelle. Donc j'en ai 5 en fait, mais bon. Non, et j'utilise les messageries. Oui, enfin, nous, c'était même pas très honnêtement, c'était pas pour des raisons de cyber à l'origine, hein, c'était juste parce qu'on en avait marre d'avoir prendre des spams. Donc, à partir du moment où on a un email par fournisseur, mais littéralement par fournisseur, parce qu'on a un serveur catch-all, de toute façon. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, typiquement, qu'à l'époque, la NPE s'était fait pirater, bien avant qu'on en parle. Ben, regardez là, c'est pour si je vous dis qu'il y a un Français sur 2 qui s'est fait pirater ses données, ben, c'est Amélie. 33 millions de données ont exfiltré il y a juste avant l'été. Donc, alors le mail par service c'est pas mal, mais c'est encore mieux si le mot de passe est différent, parce que la réalité du terrain, c'est que la plupart des gens, par fatigue ou fainéantise, ce que vous voulez, ou par manque de neurones, par exemple, pour moi j'ai passé la cinquantaine, donc c'est des débuts d'Alzheimer. Retenir 40 mots de passe, ça va être compliqué. Par contre, en retenir un, ça c'est facile. Donc les gens mettent le même mot de passe partout. Et si vous mettez le même mot de passe sur LinkedIn que sur votre messagerie pro, ben, s'il y a une fuite sur LinkedIn, je vais utiliser votre mot de passe pour tester tous vos services. Et là, on en a une la semaine dernière. Alors c'était une particulière. Ben, c'était fait pirater son WhatsApp, son Insta, sa messagerie de perso, mais tout ça parce qu'elle avait le même mot de passe partout. Donc le couple login mot de passe, pour chaque service, on a non seulement on a un mot de passe différent et un mot de passe de plus de 12 caractères, mais c'est pas l'unique technique. Donc on a dit phishing, on a dit vol de données, c'est rachat de données sur Internet. C'est-à-dire vos prestataires de services sont mal protégés, je récupère les données et je les exploite. Troisième cas de figure, l'exploitation de vulnérabilités logicielles existantes. Donc vous avez un firewall, vous avez peut-être du Microsoft Office, vous avez peut-être encore Microsoft Office. En général, les gens prennent le service, quoique on a vu des sociétés avec des postes Windows XP encore, ça existe.
vous avez un système industriel avec un automate et le fabricant de l'automate n'a pas mis à jour son système, vous continuez à l'utiliser, vous le laissez connecter à Internet. Bah, je passe par là. Vous avez un scanner connecté sur un réseau qui n'est pas mis à jour, bah, je passe par là. Il y a eu comment ça s'appelle, un casino d'argent aux États-Unis qui s'est fait pirater par la sonde de température de l'aquarium. D'accord. Ouais, c'est bon Voilà. ça. C'est très Donc, bon. vous voyez, donc il faut les vecteurs d'attaque, et c'est ce qu'on pourra voir lors des entretiens qu'on aura avec ceux qui voudront nous rencontrer, sont multiples. Et alors l'autre méthode classique, vous soudoyez un salarié ou vous mettez à disposition des clés USB avec marqué paye dessus. Ça marche à tous les coups. Vous allez dans une entreprise, vous laissez traîner des clés USB, vous pouvez être certain qu'il y aura un collègue qui va en brancher une sur l'ordinateur. Hein. Et là, je bypass toute la sécurité du système. Ok. Donc, je vous parle pas de science-fiction, hein, c'est des cas de figure. Non, mais j'en ai parfaitement conscience. Merci pour les réponses, en tout cas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a très peu de communication. Il y a beaucoup de communication sur qui se fait pirater quand il se déclare, hein. Mais il y a assez peu de communication, je trouve, même de l'ANSSI, sur les vecteurs. Mais vecteurs concrets. Alors, je parle pas seulement de manière générale. Donc clairement, c'est telle faille qui a été utilisée pour rentrer, c'est telle chose qui a été utilisée pour rentrer, ce qui permettrait d'avoir une vision un peu statistique des risques. Alors, il y a l'ANSSI, il y a très peu de communication dans les médias classiques. Par contre, il y a une littérature pléthorique sur le site de l'ANSSI, avec notamment en plus le CertFR qui met à disposition les vulnérabilités. Vous pouvez vous abonner au service. Je suis abonné dessus, ouais. Voilà, mais par contre, c'est que les spécialistes qui font ça, quoi. C'est le kidam de la rue. Donc, il y a un vrai enjeu de formation à tous les niveaux et d'accompagnement, et c'est ce qu'essaie de faire Lisa aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire qu'on malheureusement, il y a quand même, voilà, il y a un matraquage médiatique qui finit par rendre. Alors, je suis pas certain que ce soit la bonne solution. C'est-à-dire que on entend tous les jours des gens qui se sont fait attaquer, mais effectivement, on n'a pas les vecteurs d'attaque. Je crois plus à la pédagogie, et l'enjeu, c'est la formation. C'est que chaque chef d'entreprise fasse l'effort de se former. Alors, c'est une énième formation par rapport à tout le reste, mais c'est quand même le principal risque en entreprise. Donc, avant même de penser à faire formation incendie, moi, je commencerai par faire formation cyber. Et ça, on va le mettre en place. Donc, c'est vrai que ça n'existait pas, ça va exister maintenant. On le fait pour les clubs des ETI, à la demande du club des ETI en Nouvelle-Aquitaine, et la formation qui va être faite, qui est une formation de 3 demi-journées, va être déclinée sur les territoires avec les initiatives locales à destination des chefs de PME. Faut-il encore qu'ils aient envie de faire ces 3 demi-journées. Mais 3 demi-journées dans une vie, c'est rien. Vu l'enjeu, il faut le faire. Après, j'espère que les gens viendront. Oui, j'espère aussi. Bah oui, effectivement, on est sur un sujet, je suis désolée, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais qui est pas sexy et qui fait pas envie. Je reprends encore l'analogie de la voiture. Bon, bah, ça, dans l'esprit commun, ça va pas, ça peut ne pas nous arriver. Et donc, tu parlais de la formation incendie, je pense que le voir comme une obligation aussi. Alors peut-être que la législation évoluera aussi dans ce sens-là, et je le souhaite. Alors, j'ai des infos. Ok. Alors, il y a un premier texte de loi, mais qui date maintenant de 2017, qui s'impose à tout le monde, c'est le règlement général à la protection des données, mais je pense que Lisa, tu dois travailler là-dessus avec tes sociétés accompagnées. Donc je reviens pas là-dessus, mais c'est bien du numérique là, parce que là, le premier, alors ce n'est pas que du numérique, le RGPD, parce qu'on peut aussi vous voler des données que vous avez laissées traîner dans une poubelle. Hein. Moi, la première chose que je fais si je veux attaquer une boîte, je vais aller vider ces poubelles le soir, hein, et je récupère tous les documents qui ont été jetés et pas broyés. Et si vous avez des données personnelles, ben ça y est, je les ai, hein, et je commence à construire mes scénarios. Je suis un peu pervers, hein. Mais bon. La première prédation RGPD, c'est la prédation numérique. Et vous avez cette contrainte. Rappelez-vous, RGPD, si vous êtes pris la main dans le sac et vous n'avez pas fait le boulot, c'est 4% de votre chiffre d'affaires et du pénal pour le dirigeant de l'entreprise. Donc ça existe. Il y a une nouvelle législation qui est sortie cette année qui concerne tous les éditeurs et constructeurs de matériel électronique. Dans le cadre du alors c'est pas le Cloud Act c'est américain, c'est le
J'ai oublié le nom du texte, et ça vient de sortir, donc je pourrais te le redonner, Lisa. Oui. Tous les éditeurs et constructeurs de systèmes électroniques vont devoir maintenir à jour leur système sous peine de fortes amendes étatiques. Ce texte est déjà sorti. Personne n'en a parlé, ni à la télévision, ni nulle part, mais je peux vous certifier que si demain, un prestataire de services numériques qui édite des logiciels n'a pas assuré la maintenance de ses équipements, informé ses clients, il va se faire attaquer en justice par l'État. Et on parle alors j'ai plus les chiffres, mais c'est entre 2 et 4% du chiffre d'affaires global. Hein. Okay. Ça peut coûter très 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 cher. Ça c'est déjà opérationnel. À partir de début d'année prochaine, il y a une directive européenne qui s'impose à beaucoup de monde, qui s'appelle la directive Nice V2. On a reçu les ministres ont travaillé dessus. On vient de recevoir la note hier et ça va être voté donc dans les prochaines semaines par les députés. L'application de la directive européenne Nice V2 va être mise en texte de loi français avant la fin de l'année vraisemblablement et va imposer à entre 30 et 50 000 sociétés françaises de se mettre en conformité avec des nouvelles règles fixées par l'ANSSI. Il y aura un socle minimum de sécurité exigé. J'ai pas tous les éléments encore, mais vous pouvez regarder. Nice V2, ça tombe sur Internet. Alors faites attention, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de conneries. Allez sur le site de l'État, sur le site de l'ANSSI. Et il y a 18 secteurs d'activité concernés. Les sociétés concernées ne sont pas encore nommées, elles le seront en début d'année vraisemblablement. Et par rebond, les prestataires de ces services vont devoir faire des efforts aussi. Parce que si moi je suis chef d'entreprise concerné, et le ticket d'entrée n'est pas si énorme que ça, j'ai dit 30 à 50 000 sociétés en France à peu près. Donc c'est grosso modo tous les ETI et les grosses PME. Et après ça dépend de leur secteur d'activité. Moi, j'aurais à cœur, si j'ai des prestataires de services, de demander à mon prestataire de service de faire des efforts. Donc, du coup, ça va ruisseler. Et demain, je suis à peu près certain que dans n'importe quel appel d'offres, il y aura des exigences cyber. Donc, ça devient un sujet qui va être sexy. C'est-à-dire, si vous, société innovante, vous ne faites pas ces efforts et vous ne le montrez pas, eh bien, les gens ne travailleront pas avec vous. Voilà, la messe est dite. Yoran disait dans le chat, c'est encore des règles à appliquer. Est-ce qu'il va y avoir des aides ou des subventions pour les suivre, ou est-ce que ça va être aux entreprises de financer ces efforts-là? Peut-être Olivier, avant de te laisser répondre, s'il s'agit en fait de règlements de formation, pour toutes les entreprises de la filière, vous pourrez voir du côté du SPN, Yoran, je sais que tu connais aussi, mais il y a des dispositifs qui viennent en complément des fonds de formation individuels des salariés ou des collaborateurs, ou c'est aussi dans les sujets de la branche, de faire monter en compétence les entreprises pour qu'elles s'adaptent aux différentes réglementations. Ça a été proposé dans le cadre du RGPD. Les formations ont été proposées gratuitement dans le cadre des actions collectives de la branche. J'imagine que c'est des sujets qui seront aussi traités en priorité. En tout cas, les actions cybersécurité aujourd'hui font partie des sujets prioritaires des actions de formation des entreprises du numérique. Et je crois de plusieurs branches. Olivier, si tu veux... Je confirme pour le volet formation, nous, les formations qu'on est en train de développer, donc la première, c'est la formation ETI. Donc on devient centre de formation et on aura un visa ANSSI sur cette formation-là. Donc ça, c'est déjà fait. C'est Guy Flamand qui a œuvré, donc Guy qui est mon directeur. On va tester cette formation cette année, mais c'est dans le cadre du club des ETI et on va la décliner en version PME. Ces fameuses 3 demi-journées, ces 3 demi-journées seront Calliope. Donc on pourra, donc déjà il y a ça, et après on va dispatcher les contenus des formations aux différentes clusters régionaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation nous à vous imposer à venir à Bordeaux. Donc on va mettre à disposition le kit de formation et former les formateurs. Et là, je pense que ça sera pris en charge dans le cadre des budgets formation. Pour le reste, le SOC qui va être demandé, ils vont pas demander la lune, ils vont demander du bon sens. C'est-à-dire d'avoir une politique de sécurité mise en place, d'avoir de la maintenance, d'avoir formé à minima, d'avoir informé ses salariés à la façon dont on fait des mots de passe, le b.a.-ba de la sécurité. Donc je pense pas, j'ai pas les éléments pour l'instant pour savoir s'il va y avoir des financements débloqués pour accompagner les entreprises. Pour ce qui est des collectivités, il y a déjà eu des financements de fait dans le cadre du plan France Relance.
Donc je pense pas qu'ils remettent la main au porte-monnaie. Après, ce qui va être demandé, c'est pas la lune, c'est pas très compliqué. Et il y a un délai de 3 ans. Donc on va pas imposer immédiatement un carcan extrêmement complexe à toutes les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est plus du bon sens. Par contre, ça sera un moyen de levier l'idée c'est pas de sanctionner, plutôt c'est de sanctionner que quand il y a vraiment eu de très grosses négligences. Mais c'est surtout de faire prendre conscience. Et donc j'ai bien peur que voilà, ça soit compliqué d'obtenir, vu les finances de l'État, des moyens financiers complémentaires. Mais si vous ne le faites pas, à la limite, on ne devrait même pas avoir besoin de mettre en place des textes de loi pour vous faire prendre conscience de la nécessité de vous protéger. C'est du bon sens. C'est la vie de votre entreprise qui est en jeu. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais vous proposer qu'on termine là cette matinée. Olivier l'a rappelé tout à l'heure, il existe un diagnostic gratuit de maturité cyber. On va vous proposer là dans les prochaines semaines des rendez-vous où on va faire proposer à l'ANSSI et au campus de venir pour pouvoir vous rencontrer et faire sur une journée les diagnostics. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, là, de vous adresser à moi ou à Olivier ou au SPN, de toute façon avec lequel moi je suis aussi en relation, pour pouvoir mobiliser ces diagnostics-là. Et vraiment l'idée aussi, c'est que dans le temps, on construise cette stratégie de cybersécurité, notamment pour les startups qui se créent, c'est un enjeu clé. On sait que vous avez aussi beaucoup de préoccupations à ces phases de démarrage, mais c'est important de réfléchir dès le départ en fait à ce sujet-là. C'est beaucoup moins complexe de l'intégrer dans sa réflexion a priori que de devoir réadapter une organisation. Et beaucoup moins onéreux. Et beaucoup moins onéreux, ouais, effectivement. Donc si vous avez des suggestions, des remarques, je suis preneuse. Merci beaucoup Olivier de ta présence, de ta disponibilité. Je sais que en plus tu reçois beaucoup de personnes sur le sujet de l'IA aujourd'hui. Donc ce sera un des sujets aussi qu'on abordera, et certainement le sujet de l'IA, de la cybersécurité et de l'IA combinée est un enjeu clé aussi. Le prochain webinaire de Néologie, c'est le 28 novembre. Sur les incitations fiscales pour les startups. On parlera crédit impôt recherche, on parlera statut JEI, on parlera des évolutions de la loi de finances notamment. Merci à tous. Merci à toi Olivier et merci à tous. Au revoir.